Mardi 10 décembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Ils régissent la façon dont nous vivons en société et les uns avec les autres, ainsi que la relation qui lie les individus au gouvernement et les obligations des gouvernements envers eux. Ce 10 décembre marque la journée internationale des droits de l'homme. Et puis, hors de nos frontières en Syrie, après la chute de Bachar el-Assad, Mohamed al-Bashir, désigné par les rebelles, conduira la transition jusqu'au 1er mars 2025. Merci d'être des nôtres sur RTI 2. La Journée internationale des droits de l'homme est célébrée ce 10 décembre partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à la mairie d'Abobo autour du thème « Nos droits, notre avenir, maintenant ». Une thématique pour exhorter les pouvoirs publics, les communautés au respect des droits de l'homme pour un avenir meilleur. Georgette Ido Fofana revient sur cette célébration. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces articles, issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont passés au peigne fin à l'occasion de la célébration de cette journée commémorée ce 10 décembre. Une journée pour rappeler l'importance du respect des droits de l'homme. Ce que représente la journée internationale des droits de l'homme aujourd'hui, c'est un atout fondamental pour nous de défendre nos droits. Nous sommes devenus des personnes marginalisées, des personnes victimisées, voire même éliminées physiquement. L'Organisation mondiale reconnaît les droits de l'homme. L'ONU reconnaît les personnes atteintes d'albinisme comme des personnes en situation de handicap. Dans le jargon même des personnes handicapées, nous sommes encore marginalisés. Que le regard, le comportement de la population change à l'égard de l'ensemble des personnes handicapées, mais plus spécifiquement des personnes atteintes d'albinisme. C'est un plaisir pour nous d'être présents parce que ce que nous faisons, c'est comment est-ce que défendre les droits des victimes des crises ivoiriennes, comment est-ce que aider les victimes à avoir la réparation, comment est-ce que les accompagner. Si aujourd'hui, le 10 décembre 2024, c'est la journée internationale des droits de l'homme, nous sommes contents d'être là parce que les victimes aussi ont droit à ça. L'événement est marqué par la présence du corps diplomatique, des guides religieux, des chefs traditionnels et de la société civile. Placé sous le thème « Nos droits, notre avenir », maintenant, cette édition 2024 veut mettre l'accent sur la nécessité de la protection des droits de l'homme tout en garantissant un lendemain meilleur. C'est un thème qui est très puissant, qui pousse les populations, les jeunes, les femmes, les hommes à prendre à bras le corps leurs droits pour un meilleur avenir. Nous nous battons pour que toutes les communautés soient informées, sensibilisées et formées. La cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la quinzaine des droits de l'homme est pour la municipalité d'Abobo un moment privilégié pour les populations de promouvoir et de veiller au respect de leurs droits. Ça donne l'occasion à toutes les organisations donc, de la commune de prendre part, aux populations de prendre part, de connaître leurs droits, de pouvoir eux-mêmes donc prendre en charge donc, leurs droits, la défense donc, de leurs droits. En même temps aussi, ceux qui seraient tentés de ne pas respecter les droits, donc, ça attire aussi leur attention. Et de cette façon, ça améliore donc, le vivre ensemble, ça améliore donc, la cohésion sociale, ça améliore la paix. La Journée internationale des droits de l'homme a aussi été meublée par des expositions. C'est le 10 décembre 1948 à Paris que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. À présent, passons à notre rubrique du jour. La ville de Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire, communément appelée capitale politique, ou la ville au lac aux Caïmans. Elle est avant toute chose le village natal de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Cette ville impose admiration et respect vu ses belles voies larges et bitumées. Mais force est de constater qu'à la sortie centre-ouest direction Oumé, l'As Sopim Belleville est une voie totalement impraticable qui suscite la colère de la rédaction de RTI 2, manifestée à travers ce carton rouge signé Theodore Zouzou et Pagasoro Kone de Matangui. Ici, c'est Yamoussoukro.
village du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, père fondateur de notre beau pays, Félix Houphouët-Boigny. Vous avez bien entendu, ici, c'est Yamoussoukro. Et cette voie que vous voyez là, fait partie des voies les plus importantes de la capitale politique. En clair, c'est une porte d'entrée et de sortie de la chic et sublime ville du lac Okaïma, chef-lieu du district autonome de Yamoussoukro. Saviez-vous que cette route mène à Oumé, donc une voie internationale? Mais regardez l'état de dégradation de cette voie. Mesdames et messieurs, nous n'utiliserons pas l'euphémisme pour dire que cette voie est balafrée. Elle est détruite, elle est impraticable, elle constitue un calvaire, un enfer pour les usagers. La circulation ici n'est pas du tout aisée. Un champ de patates offrant un spectacle qui s'apparente à une sorte de jungle. Oui, une sorte de jungle, avons-nous dit. Cette voie internationale, un véritable parcours du combattant. Les véhicules sur ce tronçon vont dans tous les sens, avec des détours risqués, devant d'autres engins roulants. Et dire que nous sommes dans la chic et sublime ville de Yamoussoukro. Ça ne fatigue pas. La voie est dégradée. On ne peut même pas venir la voiture. On ne peut pas rouler. On peut pas. Tu vois, on est obligé de passer dans les... et faire des détours. Ça nous fatigue vraiment. Je ne sais pas pourquoi cette voie n'a pas été faite. Parce que tous nos clients sont ici. On ne peut pas rouler constamment. Tout est accident. Les temps que d'autres sont ici, d'autres sont ici. Souvent même là, sans se croiser même. Il y a un taxi même qui est rentré en bas de mon Porsche même ici. Il est bon de savoir que la réparation de ce tronçon était prévue dans la 3e phase de réhabilitation des voies de Yamoussoukro. Mais que s'est-il passé? Les réhabilitations ne sont pas arrivées, ils ne sont pas arrivés vers chez nous. Ils se sont limités que là, ils ont commencé le goudron, ils sont limités que devant là. Voilà, on nous avait dit qu'ils allaient rentrer dans le quartier, ça dit que la grande voie pour aller, mais ils ne sont pas arrivés. Voilà, vraiment, nous, on en attend toujours. On a constaté plusieurs voies réhabilitées à Yamoussoukro. On n'a pas compris pourquoi. On a vu des machines ici pendant une période et malheureusement, sur 3 sur 3, la route était réhabilitée à un tiers. Elle s'est limitée juste au marché, alors que ça ne voulait pas jusqu'à Yamoussoukro. Sur cette route qui part du quartier Sopim pour relier Belleville et Bellevue, direction le centre-ouest, ce ne sont plus des nids de poules qui vous accueillent, mais plutôt des tourbillons, ou si vous voulez même, des ravins. Le bitume a complètement foutu le camp. Et dire que nous sommes dans la chic et sublime ville de Yamoussoukro, le village du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, père fondateur de notre beau pays, Félix Houphouët-Boigny. Que c'est dommage. Il y a aussi ces flaques d'eau qui perturbent considérablement le sommeil des usagers. Vraiment, on en a marre. Cette route-là, vous voyez, il y a 2 quartiers, il y a Belleville et il y a Bellevue. 2 quartiers surpeuplés. Même nos enfants qui vont à l'école ce matin, c'est tout un problème. Nous les travailleurs, quand nous devons le matin, un trajet qu'on peut faire en 5 minutes, on veut taper 25-30 minutes et très souvent avec des accidents à l'appui. Nos quotidiens, notre activité, nos déplacements impactent notre vie, on va dire. Parce que chaque matin, là, je viens du dernier rendez-vous, je rentre avec toutes les difficultés possibles, vous constatez. Et quand il pleut, c'est la catastrophe. La sécurité dans ces conditions-là devient une problématique. Et oui, ces creux, malheureusement, favorisent la naissance d'une insécurité totale. Je ne sais même pas comment on va faire même. Surtout même la nuit même ici. Toujours il y a des motos, les gens agressent les gens, vraiment c'est pas facile. L'impraticabilité de la voie principale oblige certains automobilistes à se rabattre sur le trottoir réservé aux piétons. Bon, on ne passe pas sur la grande voie parce que là-bas est gâté. On préfère passer sur le trottoir pour pouvoir un peu vite partir. Ça ne nous arrange pas, mais on est obligé de le faire puisque là-bas on n'arrive pas à passer là-bas. Au regard de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés, les riverains, surtout la jeunesse, a décidé de prendre des initiatives afin que les véhicules de transport en commun puissent circuler correctement, que ces véhicules puissent entrer aisément dans leur cité. Des efforts très vite annihilés par les intempéries. Ce que nous, on arrive à faire souvent, c'est de souvent remplir les trous. Mais une fois qu'il pleut net, la pluie ramasse tous les efforts qu'on fait. Bon, on ne peut pas aussi, parce que c'est une continuité, ça va jusqu'au grand carrefour de Doumé. Nos efforts sont non à venir. Pire,
Pour les usagers de cette voie, l'érosion, une menace plus imminente. L'érosion détruit progressivement les installations du DALO, facilitant le drainage des eaux usées sur le bitume. À ce stade, une question nous traverse l'esprit. Question adressée à l'Agéroute. Agéroute, allez-vous laisser cette voie se couper après avoir refait environ 40 km d'une valeur d'un peu plus de 35 milliards de francs CFA? Non, non et non. Il faut éviter à tous les prix que cette voie se coupe. Agéroute, la population et les automobilistes souffrent de cette voie impraticable, ce, depuis un long moment. Depuis que les travaux sont arrêtés, plus de machines en vue. Pour tous ces faits, et pour cette mauvaise image à l'entrée de la capitale politique de notre beau pays, occasionnée par l'arrêt des travaux engagés, un gros carton rouge est attribué à l'Agéroute. Carton rouge également au district autonome de Yamoussoukro pour leur mutisme, leur silence, leur quiétude et leur sérénité face à ces difficultés que connaissent les usagers de ce tronçon. Écoutez, mesdames et messieurs les responsables de l'Agéroute et du district autonome de Yamoussoukro, nous vous rappelons qu'ici, c'est la chic et sublime ville du lac au Caïman, le village du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Alors, il est imminent, voire nécessaire, de trouver une solution au plus vite pour le bonheur des populations de Yamoussoukro, surtout pour le bonheur des automobilistes de cet axe qui mène à Oumé. Retour à Abidjan ou à la page économie, la première édition du forum BIM, Business and Investment Meeting a ouvert ses portes ce mardi 10 décembre à la Kestab dans la commune du Plateau. Et ce rendez-vous d'affaires, il faut le souligner, vise à établir un pont entre la Côte d'Ivoire et l'Inde dans le secteur de l'agro-industrie. Agro-industrie et import-export, moteur de croissance économique, c'est le thème de ce forum qui se tient sur 2 jours. Le compte rendu de nous Sangaré à la Kestab. La transformation de produits agricoles reste l'un des défis majeurs de la Côte d'Ivoire. L'Inde se présente comme l'un des partenaires privilégiés de la Côte d'Ivoire grâce à sa politique agro-industrie ouverte sur l'extérieur. Le forum BIM 2024, Business and Investment Meeting, est donc une aubaine pour la création d'un pont entre les deux pays. Josiane travaille dans une structure spécialisée dans la transformation locale des produits agricoles. Elle participe au forum BIM 2024 où elle expose ses différents produits. Nous avons ici des produits de huile de palmis, ça sert à adoucir la peau. Nous avons ici jus de cajou, ça soigne l'hypertension artérielle. Nous sommes là pour valoriser la Côte d'Ivoire. C'est une opportunité d'affaires pour nous. On veut produire à grande échelle. Une opportunité d'affaires également saisie par Faustin, délégué national des agriculteurs de Côte d'Ivoire. Depuis notre existence, notre souhait était d'avoir un partenaire extérieur avec la collaboration avec l'Inde, sachant qu'ils ont des technologies très avancées, très innovantes. Nous sommes certains d'en avoir aussi pour mener nos activités agricoles. La Côte d'Ivoire exporte vers l'Inde certains produits agricoles tels que la noix de cajou. En retour, les importations du pays en provenance de l'Inde sont le riz, les produits pharmaceutiques, une coopération économique et commerciale que l'Inde entend capitaliser selon son ambassadeur. Non, pourquoi la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Donc cela va de pair. Voici pourquoi j'ai accepté de faire ça. Associer également notre image à cet événement va certainement contribuer à la promotion de tout ce qui est technique agricole afin que les rendements soient meilleurs. Et cela va contribuer à non seulement donner des emplois aux jeunes et également améliorer les conditions de vie des populations. Ce forum est une initiative de la plateforme World Business Club. Je travaille dans tous les domaines d'activité, mais je veux dire que pour le BIM 2024, c'est beaucoup plus l'agriculture et l'agro-industrie en fait, qui sont concernés. Alors que l'Inde, c'est un pays qui est assez avancé dans la transformation locale de leurs matières premières. Nous avons décidé de choisir ce thème-là pour permettre à des hommes d'affaires indiens de venir découvrir effectivement les opportunités qu'ils pourraient avoir en termes de transformation locale pour pouvoir effectivement s'y investir. Ce forum qui se tient sur 2 jours
sera meublé par des rencontres B2B, des ateliers et des expositions. Et pour encourager le travail bien fait et l'excellence, le personnel enseignant et encadreur du lycée moderne 1 et 2 de la commune de Grand-Bassam a été célébré le week-end dernier pour leur efficacité à la tâche. Une célébration qui vise à encourager ces acteurs de l'éducation nationale à maintenir la barre haute pour une éducation de qualité. Et c'était en présence de Georgette Ido Fofana. Après avoir consenti de nombreux efforts pour l'éducation des apprenants, l'heure est aux récompenses. Le personnel enseignant et l'encadrement du lycée moderne 1 et 2 de la commune de Grand-Bassam le méritent bien. Nous avons voulu organiser cette activité pour dire merci à tous nos partenaires, les ONG et les autres structures qui interviennent en établissement et qui permettent l'épanouissement et le développement de nos apprenants. Et aussi dire merci à tous les acteurs de la vie scolaire, à savoir les inspecteurs d'éducation, les conseillers vie scolaire, les conseillers régionaux vie scolaire, les chargés de coopératives, les chargés des sports, de l'entrepreneuriat scolaire. Tout ce monde-là, vraiment leur dire merci pour tout le travail abattu. Parents d'élèves et parrains félicitent les enseignants et les exhortent à continuer. À travers ces activités de la vie scolaire, il y a des élèves qui brillent par leur savoir-faire. Et donc, nous voulons en tout cas remercier le ministère de l'Éducation nationale. La vie scolaire, dans notre direction, reconnaît les efforts que nous faisons en interne au lycée. Et donc, cette dissection que je viens de recevoir est un début. C'est un sentiment de joie et de gaieté de cœur. Ce que nous faisons pour l'éducation nationale, c'est dans la logique de nos missions. Chaque fois qu'il y a une activité dans une école, Madame la directrice générale de l'ANAGED est prompte à donner du matériel pour ces activités-là. Quand les établissements sont propres, ça veut dire qu'on aura des enfants sains, ça veut dire qu'on aura des bons résultats. Cette activité qui promeut l'excellence s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'ivoirien nouveau prôné par le gouvernement. En société, le Collège des doyens des cadres Oué à Abidjan a tenu une rencontre vendredi dernier pour trouver les voies et moyens de pouvoir organiser la Société du peuple Oué, peuple de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, afin d'avoir un climat apaisé de fraternité et d'entente dans les régions du Guémon et du Cavali. Une manière d'adapter cette société à la vie actuelle. Et témoin de cette rencontre, Abdoulaziz Daramé, Théodore Zouzou et Ouattara Sidiki. Comment organiser le peuple Oué en une société où règne un climat de paix? C'est la préoccupation du Collège des doyens des cadres des régions du Cavali et du Guémon. Une rencontre pour poser les bases de cette société est organisée. Nous avons deux régions et nous parlons le même langage, nous avons les mêmes cultures. Et c'est Oué là, nous avons voulu restructurer la chefferie pour que nous puissions parler le même langage et parler d'une même voix. Les élus et cadres de ces deux régions ont unanimement mis en mission Dr Guy-Joseph Monsieur, cadre Oué. Il est le nouveau responsable chargé de la coordination et devra mettre des stratégies en place pour réunir tous les habitants des régions du Guémon et du Cavali. Mon équipe et moi, nous devons maintenant signaler le pays Oué, les deux régions, à la rencontre des chefs pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent et comment on peut choisir les chefs Oué désormais. Quand on va recueillir leur avis, nous allons revenir pour remettre tout ce qui a été recueilli là, les rapports au comité scientifique. Et c'est à partir de là, ils vont nous dire aussi comment on peut choisir le chef suprême des Oué ou bien le premier responsable des Oué dans la quiétude, sans palabres et autres, pour que désormais quelqu'un réponde au nom du peuple Oué. Chefs traditionnels, cadres, filles et fils des 10 régions s'engagent à soutenir le coordinateur pour la réussite de sa mission. Vivez donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. La Nuit Enchantée est un spectacle organisé par l'humoriste Joël. Spectacle au cours duquel lui et son équipe récoltent des fonds pour venir en aide aux enfants démunis, aux malades du cancer, du cœur et les grands brûlés pour la Noël. Cette année, l'événement est à sa 7e édition et compte poursuivre encore sa mission. Le compte rendu d'Abdoulaziz Daramé et Adama Koné qui se trouvaient sur les lieux pour s'enquérir des réalités de la cérémonie.
Comment amener les populations à être solidaires des enfants démunis, surtout ceux atteints du cancer ou brûlés grièvement? C'est la préoccupation de l'humoriste Joël, d'où un spectacle humoristique mettant en relief les difficultés de ces enfants quant à leur prise en charge dans les centres de santé. Et cela lors de la petite nuit enchantée. C'est vraiment apporter la joie aux enfants à travers cette collecte que nous allons faire, parce que collecter d'abord les fonds pour après leur offrir un moment de joie immense avec la magie de Noël, avec des médicaments pour soulager un peu les parents qui sont dans le besoin, qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir venir en aide, on va dire médicalement parlant, à leurs enfants. Prestation des tout-petits en compagnie de Joël, des chantres, de plusieurs artistes chanteurs et humoristes ont marqué l'événement. À la clé, une tombola qui est en réalité le lancement d'une collecte de fonds au profit de ces enfants atteints de pathologies nécessitant un traitement onéreux. Une invite à la solidarité qui réjouit Ephrasie Yao, marraine du spectacle. C'est une cause noble, s'occuper des enfants qui souffrent de cancer, des enfants qui ont des maladies pratiquement incurables et dont les parents n'ont pas les moyens. Et c'est là qu'il faut jouer la solidarité, parce que c'est l'élan du cœur. Et je voulais engager toute la communauté. Pour faire de la solidarité, on n'a pas besoin d'être décideur. On a juste besoin de comprendre la douleur de l'autre et de s'associer à cela. Les 6 dernières éditions de la Petite Nuit Enchantée, cumulées, ont permis de collecter 50 millions de francs CFA. Cette 7e édition, les organisateurs entendent réunir la somme de 30 millions de francs CFA. Hors de nos frontières, au Soudan, des bombardements menés par les paramilitaires sur Omdurman, en proche banlieue de la capitale soudanaise, ont tué au moins 65 personnes et fait des centaines de blessés. Un seul obus tiré sur un bus de passagers a tué tout le monde à bord. Et puis terminons ce temps d'information en Syrie où les rebelles syriens ont nommé un chef de gouvernement transitoire, Mohamed al-Bashir, et il conduira la transition jusqu'au 1er mars 2025. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.